Every time that I look in the mirror. J'ai vécu des drames similaires à celui d'OpenAI. J'ai grandi dedans. On m'a répété sans cesse de ne pas en parler et de laisser quelqu'un d'autre me priver de mon libre arbitre. J'ai vécu sous l'autorité de mon frère, ma sœur, toute ma vie. J'ai été élevée avec l'idée qu'Annie est folle et qu'Annie ne sait pas se débrouiller. Ce discours, associé à un amour volontairement conditionnel, a servi à me contrôler toute ma vie. Lorsque j'ai coupé les ponts, j'ai pris conscience encore davantage de l'emprise qu'il exerçait. Ce n'est pas seulement moi, mais aussi mon entourage social et professionnel. C'est terrifiant de constater combien de personnes m'ont dit en privé me soutenir, mais ont trop peur de parler publiquement en ma faveur. Depuis que j'ai rompu tout contact avec ma famille en 2020, ma vie, tant physique que virtuelle, reste extrêmement restreinte. Plusieurs de mes comptes ont été piratés. Les notes de mon podcast et le nombre de vues de mes vidéos YouTube semblent avoir disparu. Il semble difficile de me trouver sur Google. Je ne comprends pas pourquoi et je n'ai pas les moyens d'enquêter davantage. Récemment, un professeur de notre lycée m'a parlé et a essayé de me convaincre de rompre le contact. Couper les ponts a été une décision très difficile. J'ai exploré toutes les autres pistes, y compris une thérapie familiale début 2020. Après 2 séances avec ma mère et mon frère, ma thérapeute m'a conseillé, en privé, que le silence radio était la meilleure solution, ce à quoi j'ai résisté pendant 4 mois. Durant cette période, je gérais un SOPK, plusieurs kystes ovariens et une tendinopathie d'Achille récurrente qui limitait fortement ma capacité à marcher et à me déplacer. Je faisais également le deuil de notre père, décédé en mai 2018. Mon frère, ma sœur, m'a proposé de m'acheter une maison en 2021, reprenant contact avec des paroles apparemment bienveillantes après 1 an et demi sans nouvelles. Nous avons parlé au téléphone à 3 reprises et au fil de ces conversations, j'ai commencé à soupçonner que cette offre n'était qu'une nouvelle tentative de contrôle. Il me semblait que je ne serais jamais propriétaire de la maison. De plus, compte tenu de la nature de mes flashbacks liés à mon syndrome de stress post-traumatique, la maison me paraissait un lieu dangereux pour me reconstruire physiquement et mentalement. Concernant la situation actuelle chez OpenAI et dans le secteur technologique en général, je pense que ce drame est une diversion. Le meilleur scénario serait une dispute d'adolescents avec des enjeux financiers et de pouvoir, bien sûr, importants. Le pire scénario serait une diversion pour masquer des problèmes plus graves. Appeler des employés en pleine nuit pour s'assurer de leur loyauté publique ressemble à un bizutage sectaire. Convaincu que la manière dont on fait une chose est la manière dont on fait tout, et compte tenu du pouvoir de la révolution technologique, je m'inquiète de la manière dont ce pouvoir est inégalement réparti. Je m'inquiète aussi de savoir qui bénéficiera de ce pouvoir et de quelle manière. J'aimerais voir et soutenir l'utilisation de la technologie pour répartir équitablement les ressources humaines fondamentales, ce qui est bien différent de son utilisation actuelle. En partageant mon histoire, mon intention est de révéler ma vérité la plus intime et la plus humaine et de guérir.
À travers ce témoignage, je souhaite encourager à trouver leur vérité, les autres, leur vérité et à guérir. Je recherche la souveraineté pour moi-même et pour l'enfant que j'étais, à qui l'on a dit de se taire sur les secrets des autres, même lorsque cela me rendait malade. Je souhaite partager mon histoire tout en guérissant mes propres souffrances. Mon souhait est d'aider les autres à trouver leur vérité et à guérir de leur douleur. Nous sommes tous humains. Nous progressons tous en tant qu'êtres humains lorsque nous racontons notre histoire. J'ai démissionné après avoir appris que mon père m'avait légué de l'argent et j'ai décidé de prendre 6 mois pour me rétablir. J'ai informé mes proches de mon état de santé et de mon projet. Pendant les démarches administratives, j'ai appris que l'argent me serait bloqué jusqu'à mes 60 ans. Bien que séparés, mes parents étaient toujours légalement mariés et ma mère avait donc le droit, en tant que conjointe survivante, de passer outre la volonté de mon père de me désigner comme principal bénéficiaire de son plan d'épargne retraite. Mon père souffrait d'une maladie cardiaque connue, mais il a dû travailler à temps plein jusqu'à son décès en 2018. Il était très impliqué dans le logement social et la restauration de bâtiments historiques à Saint-Louis. Pendant des années, j'ai demandé à mon frère de m'aider financièrement, de l'aider, donc son père, à prendre sa retraite. Mon père rêvait de passer sa retraite au Costa Rica. Jerry Altman, donc le père, est décédé d'une crise cardiaque à 67 ans, sans avoir pu réaliser le rêve de son fils. Toujours très malade et en proie à d'intenses et terribles flashbacks liés à mon syndrome de stress post-traumatique, j'ai commencé à travailler dans le sexe en présentiel fin 2020. Je ne pouvais pas subvenir pleinement à mes besoins avec le travail du sexe en ligne que j'avais déjà entamé, ni avec les allocations de chômage de Californie. J'ai fait une demande d'allocation chômage en 2020. Au départ, je ne voulais pas en faire la demande et encombrer le système car je pensais naïvement que mes proches millionnaires m'aideraient. Malheureusement, le versement de mes allocations a été retardé à cause d'un vol d'identité. Ma santé physique était trop fragile, je souffrais de ces kystes ovariens et d'une tendinopathie d'Achille. Je ne pouvais donc pas occuper un emploi où je devais rester debout. De plus, les flashbacks quotidiens m'empêchaient de travailler sur ordinateur. J'avais aussi un besoin urgent d'argent pour de la kinésithérapie afin de me rétablir et de pouvoir subvenir à mes besoins plus tard. Je me sentais comme un zombie, essayant de survivre au jour le jour en gérant au mieux les limites de mon corps et de mon esprit. Voilà, ça c'est le témoignage d'Annie Altman. C'est pour moi la preuve, le témoignage qui sert de preuve de ce que c'est la coercition avec des armes psychotroniques, et c'est exactement ce qui arrivera à l'être humain qui refusera la bête. C'est-à-dire qu'on l'éteindra socialement, puisque c'est un système. Quand le système a décidé de vous mettre à genoux, il le fait. Mais pour le plus grand bonheur de chacun, quand ce système faux, nous met à genoux, c'est une possibilité pour nous de nous rencontrer nous-mêmes. Voilà, quel que soit le chemin que l'on parcourt et les décisions qu'on prend, quand le système vous expulse de son propre système, c'est la vie qui nous attend, tout simplement. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais ce témoignage d'Annie Altman est précieux pour nous, ciblé, parce qu'elle dit exactement ce que nous vivons, mais malheureusement elle n'en dit pas assez, parce que certainement qu'elle sait ce qui l'attend, et qu'elle a juste envie de vivre heureuse, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. La psychotronie certainement,
Mais voilà, je voulais vous en faire part pour vous dire que ils l'utilisent entre eux déjà. Et ce témoignage, il doit être... Je sais qu'Aurélie Donga, j'espère ne pas me tromper de nom, a demandé, c'est donc une personne qui témoigne, une femme qui témoigne sur la chaîne du docteur Couvreur. Je sais qu'Aurélie Donga donc, a proposé d'écrire un livre à plusieurs mains. Écoutez Aurélie, si vous tombez sur cette vidéo, hein, moi aussi, hein, je suis très 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 restreinte au niveau des vues, mais si vous tombez sur cette vidéo, essayez de me joindre s'il vous plaît, parce que ce serait intéressant de regrouper, de faire un livre regroupant tous les témoignages écrits, et aussi d'y inclure celui-là, qui est rendu public. Voilà, je pense que c'est un témoignage précieux pour dire ce qu'il se passe et ce que non, on